Bonjour et bienvenue à notre podcast Voir les choses différemment avec Humanware. Je me nomme Jérôme Plante et je suis une personne aveugle. Moi, je vous dis bonjour également. Mon nom est Mathieu Paquette et moi, je suis une personne voyante. Ensemble, Jérôme et moi, on va explorer le merveilleux monde de l'accessibilité avec nos invités. Restez à l'écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode du mois de juin de Voir les choses différemment avec Humanware. Mon nom est Mathieu Paquette, je suis ici avec mon collègue Jérôme Plante. Bonjour. Alors aujourd'hui, on reçoit, ça va être une édition toute québécoise du podcast. Alors un petit peu plus tard dans l'épisode, on va parler à quelqu'un du SQLA, mais on commence l'épisode avec Madame Isabelle Grant. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors Isabelle, est-ce que tu veux nous décrire un petit peu c'est quoi que tu fais exactement dans le domaine de l'accessibilité? Bonjour, moi, mon titre, je suis professionnelle braille, donc je suis présentement aux Premières Seigneuries, donc au centre de service des Premières Seigneuries. Et puis, je travaille avec le service de production braille qui fait la production des manuels scolaires là, primaires, secondaires. Et aussi, je fais de l'accompagnement. Donc, je vais donner beaucoup de formations à tous les intervenants, là, enseignants, TES, de l'Est de la province. Donc, à tous les endroits où il y a des élèves braille intégrés dans toutes les écoles. Et puis ensuite de ça, on va faire l'accompagnement. Donc, je vais retourner dans le milieu, voir comment ça se passe en classe, ce qu'ils ont compris, pas compris. On fait un suivi aux formations. On s'assure qu'ils ont le bon matériel, que tout se passe bien en classe. OK. C'est quoi le territoire que vous desservez globalement? On fait, il y a une équipe dans l'Est et puis il y a une équipe dans l'Ouest. Fait qu'au niveau de la production braille, on sert là, toute la province, là, primaire, secondaire. Et puis, pour le cégep université, là, c'est pas nous qui faisons la production. Et au niveau de la formation, on est deux pôles. Il y a un pôle d'intervenants, de professionnels braille, là, qui sont plus situés à Longueuil. Et nous, on est plus situés à Québec. Fait que, on va former les gens chez nous, là, dans l'Est, ça va être plus Drummondville, Trois-Rivières, puis on va faire toute la Gaspésie, le lac Saint-Jean, la Côte-Nord. Et puis l'Ouest, là, ils vont faire l'autre partie, là, Sherbrooke, la Montérégie, Laval et tout ça, là, les Laurentides, jusqu'à l'Outaouais. OK. Est-ce qu'on sait environ combien d'étudiants, d'élèves sont concernés? Au niveau de la production braille, là, on dessert à chaque année là, environ tout le temps 75 élèves là, primaires, secondaires. 75 élèves qui sont en braille. OK. Donc, quand même. C'est un service dont Jérôme a bénéficié à l'époque. Ah, semblerait, oui, effectivement. Oui. Oui. Puis Cégep Université, j'imagine que ça, c'est des plus petits nombres, évidemment, là. Oui, c'est ça. OK. Est-ce que vous savez c'est qui s'occupe de ça pour les cégeps et les universités? Pour les cégeps, présentement, là, c'est vraiment le service de l'Institut Nazareth et Louis Braille là, qui ont eu le contrat le plus du cégep pour tout ce qui est production braille. Et pour l'université, c'est donné à contrat. Donc, c'est l'élève qui choisit qui veut qu'il fasse sa production braille. Donc, ça reste que l'Institut Nazareth et Louis Braille le fait aussi, mais il peut y avoir d'autres producteurs privés. OK. Est-ce que vous offrez uniquement des supports physiques ou vous offrez aussi des livres électroniques, là, des fichiers en format BRF ou des choses comme ça? On fait beaucoup de textes électroniques, là, des e-textes comme on appelle, donc qui sont formatés là, pour être lus avec l'afficheur braille. OK, parfait. Très intéressant. Justement, là, parlant un petit peu de la technologie, j'imagine... Vous, ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça va faire 31 ans que je suis dans le domaine du braille. J'ai toujours travaillé là, dans le domaine du braille. Donc, vous avez vu l'évolution de la technologie, là, on peut dire oui, j'ai ça. commencé vraiment par les premiers systèmes en DOS, avec les gros afficheurs très épais et tout ça. Et puis, oui, on a vu l'évolution, là. Au début, les élèves, là, c'était pas si jeune qu'il y avait un ordinateur, un afficheur braille, là. Alors que maintenant, là, ils commencent à l'apprendre en deuxième année, la plupart du temps, pour en troisième année être tout équipé, là, puis ça fonctionne vraiment mieux là, en classe. C'est beaucoup plus facile l'intégration avec ordinateur afficheur. Hein. L'enseignant peut suivre ce que l'élève fait. C'est vraiment mieux. Donc, 31 ans, quand même, ça fait un petit bail. Vous avez vraiment vu
la technologie évoluer. On a vu au fil du temps la technologie de façon générale a beaucoup évolué, mais au niveau du braille, là, de ce que j'en comprends, on parlait le dernier épisode, on parlait avec Madame Théberge, et puis elle nous expliquait tout ce qu'elle a vécu, elle, au courant de sa vie. Elle a été enseignante braille pendant plusieurs années, puis c'était vraiment intéressant de voir ça. Comment est-ce que vous êtes rentré dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui vous a apporté vers ça? Oh, c'est vraiment par un intérêt. Dès que j'ai commencé l'université, là, j'avais le goût de travailler soit avec des personnes aveugles ou des personnes sourdes. Donc, j'avais pris tous mes cours en surdité, mais finalement, j'ai fait mes stages à l'école qu'il y avait ici à Québec, dans le temps, là, l'école Saint-Charles, avec des élèves utilisateurs de braille. Puis là, j'ai eu la piqûre, puis j'ai toujours continué à travailler dans le braille après. Parfait. Vous vous occupez aussi de la réadaptation. Donc, dans le fond, vous faites le lien, votre direction, la commission scolaire, vous faites le lien avec les intervenants, avec le centre de réadaptation, là. C'est ce que je comprends? Oui, c'est certain que c'est ça. Quand on fait des accompagnements, l'élève est en classe avec un afficheur braille. Donc, faut que moi, je connaisse aussi comment fonctionne l'ordinateur, l'afficheur. Mais on travaille en partenariat là, avec les SRDV des centres de réadaptation qui, eux autres, vont attribuer l'outil. Fait on va travailler vraiment beaucoup en concertation là, ici à Québec. Là. Donc, par exemple, Josué Coudé est Oui. une personne qui travaille beaucoup ici là, comme SRDV auprès de nos jeunes, là, primaires, secondaires. Alors moi, quand je vais voir un élève, je vais voir comment ça se passe en classe. Si je vois qu'il y a une petite problématique, il y a besoin de travailler tel élément au niveau de l'informatique, je vais en parler à Josué qui va rencontrer l'élève. Puis lui aussi, là, il va me dire, OK, ça, j'ai travaillé ça, vérifie ça si ça se passe bien en classe. Donc, on a vraiment un beau travail de collaboration parce que Josué est là pour montrer comment fonctionne l'outil, mais moi, je vais être vraiment là pour voir un peu l'application pédagogique, là, puis comment ça va se dérouler en classe. Des fois, il y a des choses qu'on pense pas montrer tout de suite, mais que finalement, en classe, ils en ont besoin. Là. Comme dernièrement, il y a certains élèves qui ont appris à travailler sur les Google Docs, alors parce que c'était utile en classe. Donc, ça fonctionne bien aussi. Là. Josué a fait une première exploration avec l'élève, puis après ça, on a continué ensemble là, dans mes accompagnements. Est-ce que vous êtes la seule personne au niveau de la région de Québec là, qui va dans les écoles ou vous êtes une équipe là, de plusieurs intervenants? Ben, on est au niveau du braille, c'est comme professionnel braille, on Ouais, était oui. deux, là, il y avait moi et Marianne Dumas. Et puis là, mais comme on est toutes les deux, près de la retraite, il y a des gens, on commence à former les gens d'avance parce que c'est beaucoup, il y a beaucoup de choses à savoir hein, pour devenir professionnel braille. Donc, on a 3 autres personnes là, qui sont en formation. Donc, on a Audrey et on a 2 Andréane qui viennent nouvellement d'arriver, qui sont en processus là, d'appropriation de tout ça. Bon, on va leur souhaiter la bienvenue. Ben C'est oui, toujours tout à fait, bon d'avoir c'est la relève. important. Tout à fait. Tout à fait. Ben écoutez, je vais vous poser une petite question là. Le mois dernier avec Madame Théberge, on en a parlé. Puis moi je suis une personne voyante. Je lis souvent sur des forums de discussion des choses comme ça sur Facebook. L'argument que le braille, maintenant qu'on a l'audio, le braille c'est plus nécessaire, c'est une relique du passé. Vous en pensez quoi? Je suis complètement en désaccord, c'est sûr. Nous, on travaille avec des jeunes là, du primaire, donc comme je dis aux gens, on peut pas apprendre à lire et à écrire seulement avec une synthèse vocale. Donc, je dis toujours aux gens, la synthèse vocale, si on écrit je veux VEUT ou je veux VEUX, ça va dire je veux. Donc, on peut pas se corriger. Là, c'est très difficile de faire des corrections, d'apprendre à bien écrire et tout ça juste au son. Fait que le braille, c'est un outil de plus. La synthèse vocale, pour moi, c'est pas une façon d'apprendre à lire et à écrire. Là. Donc, c'est un complément. Je suis absolument d'accord. C'est important, la langue française, il faut la préserver, puis je pense que c'est avec des outils comme le braille qu'on aide à la garder vivante. 100% d'accord. Tout à fait. Tout à fait. Donc, vous poursuivez vraiment l'apprentissage du braille aux étudiants, là. Pour vous, ça continue d'être quelque chose d'important, là. Puis on fait vraiment beaucoup la promotion parce que dans plusieurs situations, le braille va donner des informations que la synthèse vocale te dira pas. Puis en classe, c'est sûr que on peut pas fonctionner juste en synthèse vocale. Si l'enseignant est en train de faire de la correction en classe, l'enseignant parle, tu peux pas entendre ta synthèse, entendre la réponse de l'étudiant puis te corriger en même temps, là. Donc c'est pas super pratique. Fait que j'encourage beaucoup mes élèves là, à utiliser beaucoup le braille. La synthèse vocale, on va l'utiliser dans certains contextes, là, quand on est juste en lecture, on
fait un travail personnel, tout ça, ça va. Mais en classe, pendant que le prof parle, il y a de l'interaction, là, c'est très difficile, là. Ben oui, tout à fait. Et ils lisent encore, c'est ça, du braille papier, là. Les livres du ministère, c'est encore sûrement tout en braille papier, j'imagine, primaire secondaire, ça? Ben, primaire, secondaire, on y va selon les choix des élèves. Je vous dirais que présentement, c'est sûr que les élèves aiment beaucoup tout ce qui est technologique. Nous, ce qu'on garde que mathématiques, sciences, ça reste que tout le primaire, secondaire, on va le garder en braille parce que les symboles mathématiques, ils s'affichent pas super bien sur l'afficheur de toute façon. Donc, on va utiliser une façon, on va leur montrer des façons de bien faire leur démarche à l'ordinateur, mais c'est beaucoup plus facile à comprendre les mathématiques en braille papier. Par contre, pour le reste, là, c'est vraiment, on fait vraiment choisir l'élève là, en français, en anglais. Est-ce que tu préfères avoir tes choses en e-text? Fait que c'est sûr que les élèves préfèrent avoir le e-text dans le cas d'un cahier d'activité. Donc, j'ai ma question, je peux écrire ma réponse au bout. Donc, pour l'étude, c'est comme vraiment plus facile pour eux autres. Puis c'est sûr que c'est beaucoup moins pesant à traîner tout ça. Fait que même si un élève a, par exemple, un livre en histoire là, en e-text, il va quand même recevoir ses dessins en relief là, en dessin en relief là, à part là, pour accompagner le e-text. Mhm. Oui, oui, je comprends. Absolument. Isabelle, ça fait quand même 31 ans que tu es dans le milieu. Tu connais beaucoup de choses. Tu as vu pleuvoir, comme on dit. C'est quoi des changements que tu as vus dans le passé qui ont été très bénéfiques, des grosses avancées? C'est quoi des changements que tu aimerais voir tu mentionnais être près de la retraite bientôt. On va te souhaiter une bonne retraite quand ça va arriver, mais des changements que tu aimerais voir passer ça, non? Ben, c'est sûr que tous les changements technologiques ont beaucoup aidé nos élèves au niveau même de tout ce qu'ils peuvent faire au cégep. Là, ça ouvre plus de possibilités là, d'emploi avec tout le système informatique et tout ça. Donc, toutes les améliorations, puis même les intelligences artificielles, là, si on Oui. parle des applications Seeing AI, Be My Eyes, toutes sortes de choses comme ça, il y a plein de choses qui sont intéressantes, puis ce qui est plaisant aussi, et puis il y a différents types d'afficheurs, hein, le monarque, il y a différentes choses Oui. qui s'en viennent, qui sont intéressantes. Fait que je trouve ça le fun. C'est toujours un milieu en constante évolution. Ça permet d'ouvrir de plus en plus de portes et tout ça. Ce qui est encore difficile pour les élèves, là, pour nous, c'est vraiment aller sur Internet. Hein? Les pages web, ces choses-là, c'est quand même quelque chose d'un complexe. Fait qu'au niveau de l'accessibilité, ben des pages web, la facilité d'aller sur les pages web, ça, je pense que ça serait un peu là-dedans là, qu'on s'en irait. C'est ça qui serait à améliorer. Là. Oui, absolument. Oui, C'est vrai. oui, oui. C'est un challenge qu'on a au quotidien. Moi, le premier, des fois, je fais des publications sur notre page Facebook, puis j'oublie de faire une description d'image. C'est pas toujours un réflexe. Faut que ça le devienne, puis ça l'est de plus en plus pour moi, mais faut que ça le devienne de plus en plus. Oui, puis les enseignants vont utiliser beaucoup des sites web où ils vont faire des quiz sur Quizzes, Kahoot, des choses comme ça. C'est toutes des choses qui sont pas tellement accessibles pour nos élèves, là. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est ça. Au niveau de tout ce qui est web, il y aurait des choses à améliorer. Parfait. Oui, Je- parce que c'est très graphique en plus, puis malgré les intelligences artificielles, on est encore très loin d'avoir un rendu de description, de symboles, d'images qui est de très bonne qualité, là. Puis en Donc, même temps, il y a oui, tellement avec... d'informations qu'il faut comme faire un choix dans tout ça, là. C'est même à l'œil, c'est agressant des fois, certaines pages web. Oui. Fait que si on décrit tout ce qu'il y a là-dedans, ben tu sais, il y aura un ménage à faire aussi dans les pages web, je pense, pour qu'ils soient un peu plus Et facile. c'est pas nécessairement pertinent. Mm. Est-ce que vous travaillez un peu sur tout ce qui est l'intégration à la vie active, là, l'employabilité? Est-ce que vous touchez à ça un peu? Parce que là, vous faites vraiment, on parle d'éducation, le matériel scolaire, primaire, secondaire, puis d'une certaine façon, ben, puis cégep en partie, université un peu moins. Est-ce que vous vous intéressez un peu à un parcours plus professionnel, à ceux qui font des parcours plus professionnels, Oui. là? Ben, c'est certain que nous, notre but quand l'élève quitte, parce que nous, on les suit jusqu'à fin cinquième secondaire, avant qu'ils s'en aillent au cégep, fait que notre but, c'est de les rendre le plus autonomes possible.
Fait qu'on sait qu'au cégep, ils n'ont pas la même aide. Donc, le but, c'est vraiment que, autant au niveau des habiletés sociales, de tout ce qui entoure, fait que c'est certain que mes élèves, 4e, 5e secondaire, on va parler de travaux d'été, on va parler de comment se présenter là, quand tu vas à une entrevue. Fait que oui, on s'intéresse beaucoup à le développement global de l'élève, pas juste le scolaire, là. Donc, tu sais, par exemple, j'ai un élève qui vient de perdre la vision 5e secondaire, puis il a voulu apprendre le braille, fait que ça va quand même super bien aussi. Et puis, ben là, on est allé par des applications. Là, à ce moment-ci, il devait faire des appels, fait que comment il fonctionnait, il a utilisé l'application, mettons, Seeing AI pour voir les bons papiers, pour pouvoir appeler les gens. Donc, on s'intéresse à un peu la suite. Puis, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on va travailler en collaboration avec les centres de réadaptation. Il y a une portion qui fait partie du travail des centres de réadaptation, mais une autre partie qui est vraiment, on veut que l'élève soit prêt, qu'il soit capable de faire ses propres demandes, ses propres démarches. Donc, on va travailler beaucoup sur toutes là, les habiletés sociales là, pour la suite. Là. Excellent. Oui, c'est important. On parlait du portrait tantôt. Bon, 75, ça veut dire que c'est au moins constant, peut-être même en augmentation. On me donnait des chiffres plus bas que ça, moi, il y a quelques années. Fait que c'est une bonne nouvelle. Oui, ben c'est ça. On a été dans le 60, 75. On n'a jamais descendu là, en bas du 60 élèves, là, primaire, secondaire. Je vous dirais que dernièrement, on a beaucoup d'arrivants là, d'autres pays. Fait que, on a des Camerounais, j'ai un Mexicain, on en a de différents pays qui ont des problématiques visuelles aussi. Ce qui fait que peut-être la population de Québec, ça a changé aussi, hein, le portrait de la population au Québec a changé. Mais ça fait que, oui, on en a une petite augmentation à cause des personnes là, de l'immigration. Ça change le portrait démographique. Ça vous fait aussi plus de défis vu que ça fait moins de jeunes qui sont devenus non-voyants là, très, très jeunes. Oui, c'est ça. On y C'est arrive, ça puis aussi, souvent, là. ils doivent apprendre le braille en arrivant ici parce qu'ils n'en avaient pas dans leur pays. Donc, ils arrivent en 4e secondaire, là, ça devient un peu plus complexe. Là. Mais oui, on en a encore des jeunes qui commencent à partir de la maternelle, mais même on en a aussi d'ici qui perdent la vue, qui vont passer au braille en 5e année, 6e année. Fait que on s'adapte à chaque élève. Là. On a un plan pour chaque élève. Mais oui, c'est intéressant. Tout à fait. Ma mère travaille dans un organisme qui aide les personnes nouvellement immigrées à s'intégrer au Québec et tout ça. Et puis, c'est un aspect auquel j'avais pas réfléchi, mais effectivement, les personnes qui ont un certain handicap, c'est une barrière supplémentaire à l'intégration, mais c'est le fun de voir que il y a des choses, des mécanismes qui sont prévus là pour les accompagner. Oui. Écoutez, ma dernière question, je vais te demander, moi je suis une personne, je l'ai déjà mentionné, je suis une personne voyante. C'est quoi les choses que je peux faire, moi, en tant que personne voyante, pour aider les aveugles dans leur parcours au niveau scolaire? Ah ben dans leur parcours, moi je pense que la première chose, c'est de croire aux gens, là, aux jeunes. Là. Moi, j'essaie toujours, on les pousse toujours le plus haut possible. Des fois, il y en a qui vont dire, ah non, il sera pas capable d'apprendre telle chose. Oui, moi je pense qu'il est capable. Moi, je les pousse toujours au maximum. Je me dis tout le temps, si ça fonctionne pas, on reculera, mais au moins, on va avoir testé le maximum. Je pense que les jeunes sont très bons, très forts, il faut leur faire confiance. Puis moi, je leur montre aussi tu sais, si quelqu'un t'offre son aide, ben lui dire, oui, j'en ai besoin, non, j'en ai pas besoin, ou comment tu en as besoin. Fait que moi, mon but, c'est oui, vous pouvez offrir de l'aide aux jeunes, mais j'aimerais ça que eux autres même se disent, OK, oui, j'aurais besoin d'aide dans telle situation, ou non, présentement, ça va bien, je suis correct, tout se passe bien. Fait que faut vraiment travailler l'autonomie et pas arriver avec des solutions toutes faites, là, aux élèves, là. C'est ça, je trouve que ça les aide. Il faut vraiment croire aux jeunes puis se dire que, bon, c'est la prochaine génération. Il y en a qui sont vraiment très forts. C'est beau de les voir aller. Fait que les laisser développer cette autonomie-là puis pas dire, pauvre petit, tu fais pitié. On va t'aider parce que t'es pas capable. Non, tout à fait d'accord. Puis C'est ça. c'est vrai, puis ça fait environ 5 ans que je suis chez Humanware, puis c'est quelque chose que je m'attendais pas à voir. Je pensais pas que les gens aveugles étaient capables d'en faire autant. C'est une mauvaise conception que j'avais, bien évidemment, puis que je suis heureux de plus avoir. Mais il y a vraiment pas beaucoup de choses qu'une personne aveugle est pas capable de faire. C'est
pour quelqu'un qui connaît pas ça, c'est impressionnant. Maintenant, moi, aujourd'hui que je connais ça, c'est du quotidien, mais quand je vois des gens comme Jérôme qui révisent mes guides d'utilisateurs de 80 pages super complexes, puis ils volent au travers comme si c'était rien, c'est... Aujourd'hui, ça m'impressionne plus, mais à l'époque, c'était très impressionnant. Ouais, ben c'est ça. Je pense qu'il faut faire confiance aux jeunes, faut faire confiance. Puis justement, plus on leur fait confiance, plus ils vont développer des belles habiletés, puis plus ils vont être compétents, puis ils vont être fiers d'eux autres mêmes. Là. Donc, on est rendu au moment du débat du mois. Alors, ce mois-ci, comme on a quelqu'un dans le milieu de l'éducation, ben j'ai pensé de parler des implications d'une classe dite régulière versus les classes spécialisées. C'est quoi ton opinion là-dessus, Isabelle? Ben, c'est certain que, comme je vous ai dit, comme ça fait 31 ans que je suis dans le domaine, j'ai vu les deux. Nous, faut dire que dans la région de Québec et dans toute l'est de la province, on n'a plus de classes spécialisées. Là. Nos élèves sont tous intégrés dans des groupes réguliers. Alors, j'ai vu ce que c'était au début de ma carrière, quand on avait des classes spécialisées et ce que c'est devenu aujourd'hui. Puis je peux vous dire que, ben c'est ça. Nous autres, on prône bien l'intégration parce que les jeunes restent dans leur quartier, avec leurs amis. Donc, peuvent développer des amitiés dans leur quartier, ce qui est vraiment bien. Puis, ce qui est difficile pour les élèves, des fois, c'est se sentir tout seul à être un élève braille dans une école, mais moi, je prône beaucoup à faire des regroupements d'élèves aveugles. Là. Donc, je trouve ça, là, on organise des petits dîners-causeries où on s'organise pour que les élèves se jasent entre eux autres, se connaissent, puis continuent à se jaser sur Messenger et tout ça, qui puissent se discuter entre eux. Fait que je trouve que c'est le meilleur des deux mondes. Fait qu'ils se trouvent pas tout seuls, ils sont capables de se faire comprendre par des jeunes qui vivent la même chose qu'eux, mais en même temps, ben ils vivent le régulier dans leur quartier avec un groupe régulier, la vitesse régulière, parce que c'est sûr que quand on est dans une classe spéciale, il y a beaucoup d'élèves qui ont des besoins particuliers, fait que le rythme est pas le même, ça nous prépare pas à la vie, le après, le cégep et l'université. Donc, c'est un peu ça mon idée. Moi, je trouve que le rythme qu'on vit là, au primaire, secondaire, ça nous prépare un peu plus pour la suite parce que c'est sûr que la plupart des personnes vont travailler dans des entreprises où il va y avoir des voyants, des aveugles. Donc, c'est sûr que ça les prépare bien à la vie, comment je fonctionne avec une personne voyante, comment je fonctionne avec une personne aveugle. Puis la société va très vite, puis ces élèves-là doivent apprendre assez tôt qu'ils doivent développer des habiletés pour fonctionner dans cette société-là où ils vont devoir toujours en faire un peu plus que les autres pour faire la même chose. Faut être conscient de ça aussi. Donc, je comprends très bien votre point de vue là-dessus. Si la possibilité existait encore, est-ce que vous pensez que pour certains élèves, une classe spéciale pourrait être utile? Ben, je vous dirais que, tu sais, j'ai déjà vécu avoir, mettons, 3 élèves aveugles dans une même école, mais qui allaient dans des groupes réguliers. Ça peut être intéressant. Mhm. Mais en même temps, tu sais, ça va avec la population. C'est pas où tu sais, on serait pas capable de faire une classe spéciale, là, ici. On n'aurait pas assez d'élèves pour faire des groupes spéciaux, une école spécialisée ici, là, dans la région de Québec. Fait que, il y a aussi question géographique et où sont les personnes aveugles, mais je vous dirais que comment ça se passe présentement avec l'accompagnement qu'on fait et tout ça, les jeunes sont vraiment, tu sais, ils apprennent à bien fonctionner là, dans leur milieu, puis comment s'organiser avec la suite. Je vois pas le plus-value qu'on aurait d'une école spécialisée, parce que veut pas, la vitesse devient pas comme on a besoin plus tard. Là. Tu sais, ça serait pas Non. représentatif de comment ça se passe au cégep, à l'université. Ouais. Puis je crois que un des grands bénéfices aussi qu'on pense peut-être pas toujours, mais c'est pour le reste des étudiants qui sont eux-mêmes voyants, qui peuvent ainsi côtoyer une personne aveugle, puis ça les sensibilise. Comme ça, on fait pas comme moi qui, à 40 ans, avait à peu près jamais vu une personne aveugle de sa vie, pour qui ça a été quand même un certain, je veux dire un choc, là, c'était pas négatif du tout, là, mais ça a été quand même une adaptation pour moi à 40 ans parce que j'avais jamais connu personne d'aveugle. Alors que si j'avais été au secondaire puis que dans ma classe il y avait eu une personne aveugle, ben je l'aurais su un petit peu plus, puis j'aurais peut-être évité certaines gaffes que j'ai fait et autres là, avec des collègues.
Puis il faut dire que les jeunes aujourd'hui, là, dans les écoles, sont vraiment plus ouverts qu'il y a quelques années. Tu sais, dans les classes, il y a des élèves TSA, il y a des élèves avec une surdité, différents types de déficiences. Fait que les jeunes sont habitués de côtoyer des jeunes différents, puis sont vraiment très ouverts. Ils vont vraiment offrir de l'aide. Ils vont être vraiment gentils là, avec la personne aveugle. Fait que ça aide aussi, je pense, toute la société là, Absolument. À devenir des bons citoyens pour l'avenir. Oui, puis ça apporte une... Moi, j'ai toujours dit que dans la diversité se trouvait la richesse, là. On parlait d'immigration tantôt, puis je suis toujours content quand je vois, même moi, dans mon coin où j'habite, je suis sur la Rive-Sud de Montréal, quand je suis allé à l'école, il y avait peut-être 1 ou 2 personnes de race non québécoise à l'école. Aujourd'hui, je vois à l'école qui est près de chez moi, il y a tout plein d'étudiants asiatiques, africains. Ça amène une diversité, ça amène une richesse. Puis de la même façon, avec les personnes, comme vous mentionnez, qui ont des TSA, qui ont un problème un handicap visuel, une surdité, peu importe, c'est des gens qui sont différents, mais qui sont absolument, qui vont contribuer, puis qui vont apporter je vais me répéter, mais une richesse à notre société. Oui, puis j'ai même des jeunes qui ont le goût d'apprendre le braille pour communiquer avec, avec la personne. Oui, il y en a plusieurs qui disent « Ah, j'aime ça, peux-tu me le montrer? J'aimerais ça. » Y écrire des petits messages. Fait que c'est vraiment le fun. Les jeunes sont vraiment ouverts. Fait que je trouve que c'est vraiment une richesse. Tout à fait. Bon, ben parfait, ça va être tout pour ce mois-ci. Merci beaucoup, Isabelle, d'être venue avec nous. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Non, merci beaucoup à vous. Nous sommes de retour avec vous pour l'astuce du mois. C'est Alexandre qui est heureux de vous présenter de nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées sur le Victor Reader Stream 3e génération afin de mieux organiser et vous retrouver dans vos notes. La dernière mise à jour du logiciel du Victor Reader Stream 3 offre une fonctionnalité qui était attendue de tous, c'est la possibilité de renommer vos notes et de leur donner, bien évidemment, des noms personnalisés afin de savoir quelle note contient quelle information. C'est ce qu'on va regarder ensemble et vous avez aussi probablement remarqué que maintenant des nouvelles catégories pouvaient aussi être créées afin de bien organiser et trier vos notes par sujet. Je vais donc appuyer sur la touche 1 sur mon Victor Reader Stream afin qu'on puisse se rendre directement dans le dossier notes présent sur ma carte SD. Bien évidemment, je suis dans la section catalogue hors ligne. Note carte SD. Générique. 5 notes. Actuellement, j'ai une catégorie générique qui contient un total de 5 notes. J'ai 5 notes. Ces notes que j'ai créées spécialement pour la démonstration contiennent 2 listes d'achats, une liste de repas et une liste de desserts qu'on pourrait classer dans la catégorie menu, ainsi qu'un rappel. Donc, par exemple, si ici j'appuie sur la touche Écoute arrêt, on va être en mesure d'entendre la première note. Dessert. Crème glacée, gâteau au fromage. Bon, bref. Donc, non, c'était pas la première, mais en fait, où est-ce que j'ai laissé l'écoute? 4. Je peux appuyer sur le 6, écouter 5. mes différentes notes. Il est important de ne pas oublier d'aller récupérer le courrier. 1. Liste d'épicerie. Okay. Pain. 2. Repas. Hamburger. 3. Dessert. Crème glacée. Gâteau. 4. Article pour la maison. Trombone. Brocheuse. Et ma note 5, évidemment, aussi, qui contient le rappel qu'on a entendu tout à l'heure. On va commencer par créer 2 catégories. Donc, une qu'on va appeler liste achat et une deuxième catégorie qu'on va appeler menu. Donc, je vais appuyer sur le 1. Note carte SD. Générique. 5 notes. De retour à mes notes, je vais appuyer sur le 6 pour aller chercher l'option permettant de créer une nouvelle catégorie. Créer une catégorie. Et je vais appuyer sur la touche Confirmer. Entrer le nom de la catégorie. La touche Confirmer, soit dit en passant, c'est le dièse qui est situé à la droite du 0. Je suis actuellement prêt à saisir le nom de ma première catégorie. Donc, je vais l'appeler Liste Achat. Évidemment, ici, on va utiliser le clavier téléphonique afin de saisir du texte. Si vous avez besoin d'aide avec cette fonctionnalité et savoir quelle lettre est associée à chaque touche, vous pouvez vous référer à la section 5.1 du guide d'utilisation. Donc, je vais saisir liste d'achat, donc 3 fois 5 pour le L. L. Je vais appuyer 3 fois sur le 4 pour le I. I. P. S. T. E. Espace. Liste, voilà, et je vais écrire achat. A.
Oups, je vais attendre pour le clic. C. H. A. T. Q. S. Voilà, ici même, je vais appuyer sur Avance rapide afin de réécouter le texte préalablement saisi. Liste achat L-I-S-T-E espace A-C-H-A-T-S. Voilà, je vais appuyer sur Confirmer afin de créer ma catégorie. Confirmer. Compléter. Générique. 5. Notes. Nous sommes de retour sur la catégorie générique. Si maintenant j'appuie sur le 6, Liste achat. 0. Notes. voilà, la catégorie liste achat a été créée et elle contient présentement 0 note. Je vais appuyer de nouveau sur le 6, on va créer une seconde catégorie. Créer une catégorie. Confirmer. Entrer le nom de la catégorie. Ici, je vais pouvoir saisir menu de la semaine. N. D. E. Espace. Menu de la semaine. M-E-N-U-S espace D-E espace L-A espace S-E-M-A-I-N-E. Parfait, donc j'ai saisi le titre. Je vais appuyer maintenant sur Confirmer. Confirmer. Compléter. Liste achat. 0. Note. Parfait, et si j'appuie sur le 6, Menu de la semaine. 0. Note. mes deux catégories ont été générées. Créer une catégorie. Maintenant, on va aller déplacer nos notes dans les catégories appropriées. Donc, j'appuie sur le 6 jusqu'à Générique. Générique. 5. Note. Parfait, on va appuyer sur Confirmer pour accéder à la catégorie Générique. Générique. 5. Note. 4. Parfait, je vais commencer par la note 1, question de principe. 5. 1. Voilà, j'appuie sur la touche Écoute-arrêt afin de déterminer qu'est-ce que contient ma note 1. Liste d'épicerie. Bon, liste d'épicerie, il s'agit d'une liste d'achat. Pour déplacer une note dans une nouvelle catégorie, on peut utiliser la touche 3. La touche 3, c'est la touche qui contient toutes les options permettant d'organiser des notes, de renommer des notes, de déplacer des notes, etc. Donc, l'ensemble des actions propres aux notes, si on cherche une action, on appuie sur la touche 3. À noter que la touche 3 peut avoir des actions différentes si on se trouve sur une catégorie versus sur une note. Donc, je vais appuyer sur la touche 3 ici. Supprimer la note. Non, on va appuyer sur 3 encore une fois. Déplacer la note. Déplacer la note. C'est ce qui m'intéresse. Je vais appuyer sur Confirmer. Sélectionner la catégorie. Liste achat. Voilà, donc catégorie liste achat, c'est ce que je veux ici. Je vais appuyer sur Confirmer. Compléter. Note carte SD. Générique. 4. Note. 2. Nous Note avons carte maintenant SD. 4 Générique. 4. Note. notes dans la catégorie générique. Donc, on va y aller avec la note 2. J'appuie sur Écoute-arrêt. Repas. Hamburger. Donc ça fait partie du menu de la semaine. On va appuyer sur le 3 pour déplacer. 2 fois. Supprimer la note. Déplacer la note. Parfait. Confirmer. Sélectionner la catégorie. Liste achat. Liste achat, c'est pas celle-là que je veux. Je vais appuyer sur le 6. Menu de la semaine. Menu de la semaine. Confirmer. Compléter. Note carte SD. Générique. 3. Note. 3. On est rendu avec 3 notes dans générique. Je vais appuyer sur Play. Dessert. Crème glacée. Bon, ça fait aussi partie des repas. On va appuyer sur 3 2 fois. Supprimer la note. Déplacer la note. Je vais appuyer sur Confirmer. Sélectionner la catégorie. Liste achat. On va appuyer sur le 6 pour aller chercher menu de la semaine. Menu de la semaine. Confirmer. Compléter. Note carte SD. Générique. 2. Note. 4. Maintenant, il nous en reste 2. La note 4. Article pour la maison. Trombone. Voilà, donc encore une fois une liste d'achat. On appuie 2 fois sur 3. Déplacer la note. Confirmer. Sélectionner la catégorie. Liste achat. Liste achat, c'est ce qui m'intéresse. Confirmer. Compléter. Note carte SD. Générique. 1. Note. 5. Parfait. Il reste une note dans générique. Normalement, ça devrait être mon rappel. Il est important de ne pas oublier d'aller récupérer le courrier. Fin de la note. Voilà. Donc, maintenant, si j'appuie sur le 1 afin de retourner dans le catalogue Notes carte SD et de visualiser mes différentes catégories, Note carte SD. Générique. 1. Note. Générique contient une note si j'appuie sur le 6. Liste achat. 2. Note. Parfait.
Menu de la semaine. 2 notes. Donc, autant ma catégorie liste d'achat que menu de la semaine contient 2 notes. Donc, j'appuie sur le 4. On va commencer par la catégorie liste d'achat. Liste achat. 2 notes. Maintenant, si j'appuie sur confirmer, Liste achat. 2 notes. 1, la note 1 est ici et si j'appuie sur le 6, 4, note 4. Pourquoi? La numérotation des notes est globale à l'ensemble des catégories, ce qui veut dire qu'il n'est pas possible d'avoir 2 fois le même numéro dans 2 catégories différentes. Alors, ce ne sera pas possible, par exemple, d'avoir une note 1 dans la catégorie liste achat et une note 1 dans la catégorie menu de la semaine, sachant que la numérotation des notes est globale à l'ensemble du système. Je vais appuyer sur le 6, 1, la note 1. Je vais appuyer sur écoute arrêt. Liste d'épicerie. Donc, celle-ci, je vais la renommer maintenant épicerie. Donc, on va appuyer sur le 3 pour aller chercher les différentes actions propres aux notes. supprimer la note. Déplacer la note. Copier la note. Oui, on peut également copier en plus de déplacer. Entrer le nom de la note. Entrer le nom de la note. C'est ça qui nous intéresse, donc de donner un nom personnalisé à la note. Je vais appuyer sur confirmer. Entrer le nom de la note. Et je vais nommer cette note-ci épicerie. Épicerie. Accent aigu. Parfait. Confirmer. Et je confirme. Compléter. 1. Épicerie. Donc, la note 1 se nomme maintenant épicerie. Je vais appuyer sur le 6. 4. La note 4, on va l'écouter. Écoute arrêt. Article pour la maison. Donc, article pour la maison, on va le nommer article maison. Donc, j'appuie 4 fois sur le 3. Supprimer la note. Une fois. Déplacer la note. 2 fois. Copier la 3 note. fois. Entrer le nom de la note. Entrer le nom de la note. Confirmer. Entrer le nom de la note. Et je vais saisir article maison. Article maison. Voilà. A-R-T-I-C-L-E-S espace M-A-I-S-O-N. Et je vais appuyer sur confirmer. Confirmer. Compléter. 4. Article maison. Excellent. Donc maintenant, dans ma catégorie liste achat, j'ai 2 notes. Si j'appuie sur le 6, 1. Épicerie. le 6 encore une fois, 4. Article maison. article maison, voilà. Et si par exemple, j'écoute une note, article pour la maison, et que j'appuie sur 6, 1. Épicerie. liste d'épicerie, pain. Donc, on entend très bien, en fait, le nom de la note qui nous est annoncé, même lors de l'écoute des notes. Donc, c'est très pratique de ce côté-là. On va aller faire la même chose pour l'autre catégorie. Je vais appuyer sur le 1. Note carte SD. Liste achat. 2. Notes. On va appuyer sur le 6. Menu de la semaine. Menu 2. de la semaine. Notes. 2 notes. Confirmé. Menu de la semaine. 2. Notes. 2. Bon, la note 2, qu'est-ce qu'elle contient? J'appuie sur Play. Écoute arrêt. Un repas. Parfait. Donc, c'est des repas. Je vais les renommer 4 fois sur le 3. 1, 2, 3, 4. Entrer le nom de la note. Confirmé. Entrer le nom de la note. Je vais saisir repas. Confirmer. Et j'ai Compléter. confirmé. 2. Repas. Parfait. Donc, note 2, repas. On va appuyer sur le 6. 3. Ça devrait être les desserts. Je vais juste l'écouter. Donc, écoute arrêt. Dessert. Tout à fait. Glacée. Donc, on va renommer cette note-ci. On va appuyer sur le 3. Copier la note. Entrer le nom de la note. Donc, j'ai appuyé 4 fois jusqu'à entrer le nom de la note. Je confirme. Entrer le nom de la note. Et on va l'appeler dessert. D. S. J'appuie sur confirmer. Confirmer. Compléter. 3. Dessert. Voilà. Maintenant, afin d'avoir une vue d'ensemble globale de ce que je viens d'effectuer, je vais appuyer sur le 1. Note carte SD. Menu de la semaine. 2. Notes. Donc, si j'appuie sur la touche 6, Créer une catégorie. 6 encore une fois, Générique. 1. Note. générique, une note. Donc, ça contient le rappel que j'ai pas encore renommé. Liste achat. 2. Notes.
Liste achat contient 2 notes. Si j'appuie sur confirmer. Liste achat 2, note 1. Épicerie Si j'appuie sur 6, donc c'est ma note 1 épicerie. 4. Article maison, Article maison. Voilà, c'est bien dedans. Si j'appuie maintenant sur 1. note carte SD. Liste achat 2, note. Liste achat. Si j'appuie sur 6. Menu de la semaine 2, note. Menu de la semaine contient 2 notes. On appuie sur confirmer. Menu de la semaine 2, note 3. Dessert Voilà, dessert en note 3. 2. Repas Et j'y appuie sur 6 pour aller à la note suivante et c'est la note repas. Ainsi, lorsqu'on cherche une note, on n'a plus nécessairement besoin de se rappeler quel est le bon numéro de la note qu'on souhaite écouter. On peut tout simplement écouter les différents noms des notes et bien évidemment organiser nos notes par catégorie. Très pratique. Si maintenant vous souhaitez toujours consolider vos notes, donc afin de retirer les numéros vides entre les notes, c'est toujours possible. Pour ce faire, vous appuyez sur le 1. Note carte SD. Menu de la semaine 2, note. Quand vous êtes sur la liste de catégories dans le catalogue Notes, vous pouvez appuyer sur le 3. Les options seront quelque peu différentes. Supprimer cette catégorie et ses notes. Supprimer les notes de cette catégorie. Supprimer cette catégorie et bouger les notes. Consolider les notes. Et l'option pour consolider les notes se trouve ici, donc en appuyant 4 fois sur la touche 3 après avoir entendu le nom d'une catégorie. On peut appuyer 2 fois sur confirmer. Appuyez sur Une la touche fois. dièse pour confirmer ou toute autre touche pour annuler. Une deuxième fois. Compléter. Note carte SD. Menu de la semaine 2, note. Et la consolidation des notes est maintenant complétée. Finalement, gardez en tête qu'avec le Stream 3, si vous ne disposez pas d'une carte SD, c'est également maintenant possible d'enregistrer des notes directement sur la mémoire interne de l'appareil. Voilà, c'était l'astuce du mois. J'espère que cela vous aura plu et vous permettra de mieux organiser vos notes. À une prochaine! Alors, bienvenue au coin du partenaire où ce mois-ci, on parle à Madame Francine Boulet du SQLA. Alors, bonjour Madame Boulet. Bonjour. Alors, est-ce que vous voulez commencer par nous expliquer peut-être qu'est-ce que c'est que le SQLA? Est-ce que là, ça veut dire Service québécois du livre adapté et c'est un service de diffusion de documents en braille, intégral, abrégé, duo média. Ce sont des livres en texte braille avec des images et du texte en imprimé pour des gens qui commencent peut-être à apprendre le braille, comme il y en a aussi. Ce sont pour des parents qui seraient non-voyants avec des petits-enfants voyants. Pourraient à ce moment-là lire des livres à leurs petits. Et nous avons également les collections de livres sur CD en format audio DAISY. Les livraisons se font par la poste. On a aussi du téléchargement qui se fait autant directement dans le Victor, ainsi que des fichiers zip à ce moment-là qui sont téléchargeables aussi, qui sont transférables pour les appareils Victor, entre autres. Oui, entre autres, ou les ordinateurs. Donc, c'est Ouais. bien. Ça fait combien de temps que le SQLA existe? Le SQLA existe en fait depuis 2005 à l'ouverture de la grande bibliothèque ici à Montréal. OK. Parfait. Puis vous êtes avec le SQLA depuis le tout début, je crois. Oui, je suis rentrée au début parce que c'était une équipe qui comprenait des bibliothécaires, des techniciens au téléphone, parce qu'on fait de la référence et de l'accompagnement, parce que les gens, des fois, ils n'ont pas Internet, puis là, ils veulent réserver des documents adaptés. Bon, on a le service téléphonique par des techniciennes qui sont là tous les jours. Ensuite, quelle était la question? Dans le fond, je vous demandais combien de temps que ça faisait que vous étiez chez... Ah oui, ben c'est ça. Depuis l'ouverture de la grande bibliothèque à Montréal. Et donc, la diffusion, ça a commencé là. C'est la diffusion, le SQLA, dans le fond, il regroupe 2 services qui faisaient de la diffusion avant 2005. C'était l'Institut Nazareth et Louis Braille, qui avait une bibliothèque Braille qui était recueillie et récupérée ici à la grande bibliothèque.
Et il y avait aussi la magnétothèque qui offrait des livres audio. Oui. Et c'est maintenant sont devenus Louis Braille, l'INLB et Vues et Voix, point par point. Ce sont maintenant des fournisseurs ici à BANQ pour le service québécois du livre adapté. Ils sont devenus avant ils étaient diffuseurs, maintenant ils sont fournisseurs parce qu'ils produisent, puis nous, on fait la circulation ici. C'est mon travail de m'occuper de faire les commandes qu'on reçoit. On reçoit le matin des commandes imprimées sur des cartons adresses. OK. Et à partir de là, on fait nos prêts pour pouvoir les poster dans la journée même. Ah, c'est génial. Et on reçoit aussi le courrier pour faire évidemment, comme ce sont des prêts, ben, il y a la réception puis l'expédition. Donc, l'expédition se fait pas mal le matin, puis la réception des documents se fait l'après-midi. Effectivement, parce que quand c'est des livres et des livres qui sont physiques, on s'entend qu'on doit les retourner. C'est pas la même chose que les livres Ouais. Puis la digitaux. durée des prêts est de 75 jours, alors que les prêts, maintenant, il y a des gens qui commencent à utiliser beaucoup prêts numériques aussi. C'est un autre catalogue qui est accessible. Et les livres aussi. Mais eux, ce sont des prêts pour la collection, comme la collection universelle de la Grande Bibliothèque. Ce sont des prêts de 21 jours, alors que les livres adaptés, ce sont des prêts de 75 jours. Très intéressant. Ouais. Justement, on parle de livres physiques versus des livres numériques, puis c'est quelque chose qui, au fil du temps, que ce soit dans le domaine de la cécité, mais même dans le domaine grand public, là, il y a des joueurs comme Audible et tout ça qui capitalisent. Les gens aiment beaucoup les livres audio. Vous avez quand même dû voir une certaine évolution au niveau de la technologie depuis les 20 dernières années? Oui, bien c'est ça, c'est qu'avant, on n'avait pas accès à prêt numérique, mais là, comme c'est une plateforme québécoise, ben, je crois qu'avec les bibliothèques, pas juste peut-être ici, mais avec les autres bibliothèques, il y a de la collaboration qui se fait pour que l'accessibilité se développe aussi avec leur plateforme, leur catalogue, et qu'aujourd'hui, on peut écouter des EPUB avec le tutorium, puis c'est intéressant pour des gens qui veulent suivre les livres. Les nouveautés, parce que ici, avec les livres adaptés, des fois, ça prend quelque temps avant d'avoir les nouveautés disponibles à cause des producteurs. On doit attendre des fois que ça soit prêt, alors que souvent, les livres québécois, bien, avec prêt numérique, sont souvent accessibles assez rapidement. Quel type de service autre que le SQLA offre qui est peut-être un petit peu particulier, mais qui vous tient à cœur? Ce qui est méconnu, c'est le service, en fait, du prêt de documents pour les gens qui sont en phase terminale ou soins palliatifs. On prête des livres pour leur durée de temps. Puis c'est ça, c'est comme ce sont des gens qui, malheureusement, ils n'ont que ça à faire, lire, à écouter. Ben, ça occupe le temps qui leur reste, quoi, hein? Oui, ça leur permet de passer une fin de vie un peu plus paisible. Plus agréable, ouais. Génial. Et puis, ben, ma dernière question, combien ça coûte s'abonner au SQLA? Ça coûte rien, c'est un service gratuit à travers le Québec. Il y a un catalogue, nous avons aussi un portail accessible qui offre plusieurs petits services, dont le service d'abonnement. On a le catalogue qui est accessible pour faire des réservations, donc des recherches. On a deux formes de recherche, la recherche simple et la recherche avancée. On a des tutoriels aussi pour les gens qui veulent apprendre par eux-mêmes. Et voilà, Puis vous voulez savoir pour le livre en gros caractères, c'est pas directement lié au service québécois, mais effectivement, la Grande Bibliothèque en a des livres accessibles en gros caractères. Pour les gens qui sont de basse vision. Oui, puis la clientèle qu'on dessert, ce sont des personnes handicapées visuellement, mais aussi des gens qui ont des problèmes perceptuels, des gens qui ont des difficultés à tenir un livre, des gens qui sont dyslexiques, des problèmes d'apprentissage comme de cette façon-là, là, certaines difficultés au niveau. Bon, aussi, on va leur prêter des livres adaptés.
Excellent. Ils ont accès à ça. Donc, le prêt se fait postal. On a les téléchargements, mais aussi, à l'occasion, les gens peuvent venir sur place aussi en chercher, en nous avisant d'avance pour ne pas attendre leur commande, là. Mais on peut leur desservir aussi sur place. Excellent. Bon, ben, je suis toujours content de savoir que la population québécoise est bien desservie par la Bibliothèque Archives nationales du Québec et son service de SQLA. Merci beaucoup, Madame Boulet, pour votre temps. Me fait plaisir. Puis n'hésitez pas s'il y a des questions pour la suite. Si jamais il y a des précisions à avoir, là, n'hésitez pas. Excellent. Merci d'avoir écouté. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires et suggestions. Vous pouvez nous envoyer un courriel à l'adresse balado@humanware.com. Et on se retrouve dans 3 mois.